Merci à tous d'être là. En effet, je ne vais pas être très long, puisqu'on va. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de visiter ce bâtiment et de pouvoir ensuite poser des questions et qu'on débatte ensuite ensemble. Simplement me présenter en deux mots. Je m'appelle Jean-François Bénel, je suis le président du tribunal de grande instance. Vous êtes dans le bâtiment du tribunal de grande instance. Alors ce soir, on ne parlera pas de droit et de procédure, mais à Mulhouse, il y a plusieurs implantations judiciaires. Le tribunal de grande instance dans lequel vous êtes, le tribunal d'instance qui est un peu plus loin. Vous pourriez un jour visiter d'ailleurs, qui est très intéressant parce qu'il a des particularités architecturales très spécifiques, qui est un peu plus loin dans la rue Schumann, le conseil des prud'hommes qui se trouve derrière ce que j'appelle la grande chaudière, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire à Mulhouse, j'imagine. Porte de Bâle, voilà. Voilà. Et puis vous avez donc voilà, 3 implantations judiciaires à Mulhouse différentes, mais là vous êtes au tribunal de grande instance, qui est la juridiction de droit commun. On y reviendra si vous le souhaitez, mais qui est la principale juridiction de Mulhouse. Alors, rapidement mon portrait, pas pour me dire qui je suis, c'est pas beaucoup d'intérêt, mais pour que ça nourrisse un peu notre conversation après en comparatif. Donc je suis magistrat d'origine, non pas tout à fait. J'ai commencé ma carrière au ministère de l'Intérieur, dans une préfecture en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, où j'étais attaché de préfecture. J'ai travaillé quelques années, puis j'ai passé le concours de la magistrature. J'ai été juge d'instruction pendant quelques années au tribunal du Havre, en Seine-Maritime, près de l'océan. Puis ensuite, je suis revenu au ministère de l'Intérieur en détachement, où je me suis occupé, j'ai un peu honte de le dire, mais en séjour particulier, mais j'ai participé à la négociation des accords de Schengen. Donc voilà. Il y a des jours... C'est pas le sujet du soir. C'est pas le sujet du soir, mais enfin voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Donc à l'époque de la négociation des accords de Schengen, pour le compte du ministère de l'Intérieur à l'époque. Puis ensuite, je suis parti en poste à La Réunion, à l'île de La Réunion, où j'ai été juge d'instruction à nouveau, mais dans des affaires économiques et financières, de corruption et de choses de cette nature. Puis je suis revenu ensuite en métropole, où j'ai été affecté comme président du tribunal de Cambrai. Cambrai, petite ville riante, dans le nord de la France, à côté de Lille, entre Lille et Valenciennes. Puis ensuite, je suis parti au cabinet du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, où j'étais en poste de 97 à 2000, où je me suis occupé d'administration pénitentiaire au cabinet du ministre. Puis ensuite, à partir de 2000, j'étais président du tribunal de Castres, dans le sud-ouest, cette fois-ci, donc à côté de Toulouse, entre Toulouse et Carcassonne. Puis après, j'ai pris des fonctions un peu particulières, puisque j'étais pendant plusieurs années à l'inspection générale des services judiciaires. C'est le corps d'inspection des magistrats, c'est les bœufs-carottes des magistrats. Je me suis occupé de disciplinaire au sein de cette maison. Et puis enfin, j'ai été ensuite, c'est les fonctions que j'occupais avant d'arriver sur le poste où je suis actuellement, j'étais le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, enfin le numéro 2 de la pénitentiaire. La pénitentiaire, c'est l'administration qui gère les prisons, pas seulement les prisons, mais essentiellement les prisons en France. Donc j'étais l'adjoint du directeur central de l'administration pénitentiaire. Et puis je suis arrivé à Mulhouse en septembre 2010 comme président du tribunal. Voilà, donc les déménagements dont parlait votre président. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au tribunal. Je propose qu'on fasse 3 temps, et puis après on aura un temps festif qui sera le 4e. Le premier temps, c'est qu'on reste ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais être un peu dans le monologue, mais c'est pour vous présenter un petit peu le bâtiment, l'endroit, les enjeux, vous donner quelques chiffres et vous donner quelques points de repère. Ensuite, on aura l'occasion de visiter ce bâtiment. Et puis ensuite, on se retrouvera ici pour un débat. Et puis ceux qui voudront rester avec nous, on aura un partage Là, on a aussi bien organisé. Les boissons, donc les infractions, c'est lui. La nourriture, c'est moi. Comme ça, on sait qui est responsable. Voilà. Je crois que votre horaire de fin de parcours, c'est 21h à peu près. Alors, le tribunal de grande instance de Mulhouse, c'est d'abord le bâtiment. Alors, je suis très humble, hein, parce que je ne suis pas mulhousien et je ne suis pas de la ville. Moi, je suis un Français de l'intérieur, c'est vous dire à quel point je suis loin. Mais pour vous dire un petit peu ce bâtiment, tout le monde pense à Mulhouse que ce bâtiment est un bâtiment allemand, construit pendant la période de la présence allemande entre 1870, 71 et 1918-19. C'est vrai et c'est faux. Ce bâtiment est un bâtiment qui a été construit à la fin du 19e, à partir des années 1880, mais dans des conditions que je vais vous rappeler un peu particulières. Pour situer un peu le patrimoine historique de cette ville qui mérite qu'on s'y attarde. Mulhouse n'a pas été... il y a très peu de temps dans l'histoire qu'il y a un tribunal à Mulhouse, finalement. Toutes les villes françaises connaissent des juridictions et ont connu des juridictions. Je ne rappelle ça, mais c'est vraiment pour information. Vous le savez tous, Mulhouse n'était pas française au moment de la Révolution en 1789.
indépendante. La ville de Mulhouse est rattachée à la France, un peu de gré, un peu de force, en 1798. Donc bien après la création du département, et bien après qu'on ait créé les juridictions qui sont issues de la période révolutionnaire. Donc quand Mulhouse est rattachée à la France, il n'y a pas de tribunal de l'État français, de la République française, enfin la République, puis c'était le directoire de la République française, à Mulhouse. Il y a un tribunal qui se trouve à Colmar, c'est bien normal, et il y a aussi un tribunal dans la région à Thann, et il y a un tribunal à Altkirch. Et donc, quand la Mulhouse devient française, c'est une commune. Il y avait des juridictions à Mulhouse, notamment un tribunal de commerce qui fonctionnait, et ça on y reviendra si vous le souhaitez, sous la période de la République de Mulhouse. Mais en tout cas, il n'y a pas de tribunal de grande instance ou de première instance ou de tribunal civil, comme on le disait à l'époque, à Mulhouse. Pas de juridiction de droit commun, de droit français. Cette juridiction de droit commun, de droit français, elle viendra que beaucoup plus tard à Mulhouse. Donc, quand Mulhouse devient française, la juridiction, le tribunal où les Mulhousiens doivent se rendre pour se faire juger, c'est Altkirch. La sous-préfecture est d'ailleurs à Altkirch. Il n'y a pas de sous-préfecture à Mulhouse, et c'est une commune, point. Mais déjà, la différence de population et d'activité est déjà importante entre Mulhouse et Altkirch au bénéfice de Mulhouse. Et les Mulhousiens ne vont avoir de cesse, pendant la première moitié du XIXe siècle, de réclamer deux choses. Un, une sous-préfecture, au moins. La préfecture, ils avaient compris qu'ils l'avaient perdu, qu'ils n'auraient plus. Ils l'avaient perdu, parce qu'il n'était pas français lorsqu'on l'a créé et qu'elle était à Colmar. Et deuxième chose, avoir un tribunal à Mulhouse. C'est une revendication ancienne et qui va marquer tous les débats locaux des municipalités qui vont se succéder à Mulhouse entre 1810 et la seconde moitié, le milieu du Second Empire. C'est en 1859, en effet, que l'on décide de créer un tribunal à Mulhouse. Donc finalement, la décision d'implantation d'une juridiction et la création d'un tribunal à Mulhouse est assez récente dans l'histoire de la ville. 1859, c'est assez récent. Jusqu'en 1859, c'est Altkirch qui est le tribunal de référence et la référence pour Mulhouse. 1859, on décide de créer un tribunal, mais on n'a pas les locaux. Alors, on installe le tribunal dans des locaux un peu particuliers, qui sont des locaux qui se trouvent actuellement à l'angle de la rue des Trois Rois, je crois, et de la rue de la Synagogue. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier. La rue de la Synagogue, vous voyez, le temple Saint-Jean, la synagogue. Vous allez donc tout droit, et vous tombez sur la rue des Trois Rois. Et à l'angle de ces deux rues, il y a un bâtiment qui est actuellement un bâtiment municipal. Je ne sais pas très bien à quoi il sert, mais enfin, c'est un bâtiment municipal, c'est une maison de maître, avec un fronton triangulaire assez classique du XVIIIe. Et c'est dans cette maison que le tribunal s'installe, lorsque l'on crée un tribunal à Mulhouse en 1859. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir. Ce n'est que après qu'il va y avoir entre 1859 et 1870 des négociations entre la municipalité de Mulhouse, le Conseil général du Haut-Rhin et l'État pour financer la construction d'un tribunal à Mulhouse, digne de ce nom, plus grand, plus fonctionnel, plus vaste. Les négociations vont être extrêmement compliquées, puisque personne, enfin, il faut payer, il faut mettre de l'argent. L'État dit, si les Mulhousiens veulent avoir un tribunal, ils n'ont qu'à le financer. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, finalement. S'ils veulent un tribunal, ils n'ont qu'à le financer. Le Conseil général dit, moi, je vois pourquoi je construirai un tribunal à Mulhouse, parce que j'ai un très beau tribunal à Colmar, je n'ai pas besoin de mettre de l'argent dans un tribunal à Mulhouse. Et l'État dit, moi, je n'ai pas les moyens de construire un tribunal neuf à Mulhouse. Donc il y a des pourparlers qui sont compliqués, surtout sur le foncier, parce qu'il faut acheter du terrain. Et il y a un monsieur qui a une idée une idée de génie, c'est le propriétaire des terrains qui vont de l'entrée de la ville à peu près, qui court actuellement l'actuelle maison d'arrêt, ce bâtiment, mais toutes les rues, la rue de la Liberté et les rues qui sont derrière, et qui vont jusqu'à l'actuelle rue de Colmar. C'est un grand terrain vague à l'époque, c'est un terrain vide, qui appartient à un propriétaire, et ce monsieur a une idée extraordinaire, il dit, je vais faire don de la parcelle, qui est celle-ci, pour faire le tribunal, ça donnera de la valeur à ce quartier, puisque l'implantation du tribunal, ça crée forcément une activité autour, et ça génère une activité autour, ne serait-ce que par l'installation des avocats, des professionnels, etc., qui s'installent autour, et je vais lotir ce qui est l'actuelle rue de la Liberté en maison que je pourrais vendre, et je bonifie l'ensemble de mon patrimoine en faisant don d'un morceau de ce terrain sur l'implantation du tribunal. C'est une idée de génie, en effet, il va faire fortune grâce à cette opération, mais surtout c'est une idée qui débloque la situation, puisque ça permet en effet à l'opération immobilière de se faire. La commune vote les crédits, et tout ceci est en route. On recrute un architecte à Paris, dont le nom j'ai oublié, enfin peu importe,
qui vient faire des plans, ce sont les plans actuels. Donc les plans actuels sont d'un architecte français, parisien, qui fait un plan, voilà, sur un modèle qui était le modèle assez habituel des palais de justice de la fin du 19e, qui est celui-ci. Voilà. Mais avant de commencer les travaux, si vous voulez, le temps que tout ceci se mette en œuvre, 1870 arrive, et voilà que la guerre fait que l'Alsace, au traité de Francfort, vous le savez mieux que moi, se retrouve une province allemande. Il n'y a toujours pas de tribunal à Mulhouse en 1871 lorsque les Allemands arrivent ici. Mais ils sont assez pragmatiques et ils se disent il faut un tribunal à Mulhouse, c'est pas la peine de chercher un autre architecte, c'est pas la peine de recommencer l'opération. Nous avons dans nos cartons un architecte, une étude foncière, une étude du bâtiment, un montage financier, on l'utilise et on construit le palais de justice. Donc il est bien construit pendant la période de présence allemande, mais c'est un tribunal qui aurait été le même. Parce que beaucoup de gens à Mulhouse disent « Ah oui, c'est un tribunal construit par les Allemands ». Pas du tout, il n'a pas été construit par les Allemands. Si, il a été financé et construit pendant que l'Alsace était allemande, mais en tout cas, il a été construit sur des plans faits par un architecte français qui est venu en Alsace construire ce bâtiment. Voilà, donc l'implantation du tribunal depuis la fin du 19e, ici à Mulhouse. Une seule anecdote que je voudrais vous raconter sur ce bâtiment, qui me paraît importante, et qu'il faut rappeler, c'est que le premier président du tribunal de Mulhouse, pas ici dans ce bâtiment, mais dans le bâtiment ancien, qui était le bâtiment de la rue des Trois Rois et de la rue de la Synagogue, dont je vous ai parlé, s'appelait M. Louis Leuve, un magistrat de l'époque, que certains connaissent, mais j'aime à rappeler l'histoire de Louis Leuve, qui a été président du tribunal de Mulhouse donc jusqu'en 1871, et qui en 1871 a opté pour, dans le cadre de l'option ouverte par le traité de Francfort, a opté pour rester français et donc a décidé de quitter son tribunal à Mulhouse et de quitter cette ville de Mulhouse où il avait fait carrière. Il avait été en poste à Strasbourg, à Colmar, et il se trouvait président du tribunal de Mulhouse, et il a quitté Mulhouse plutôt que de rester président du tribunal avec la présence des Allemands. C'est un choix personnel qu'il fait. Vous verrez que cette histoire a quand même un parallèle assez intéressant. Ce monsieur, en partant, il était donc dans le bâtiment qui se trouve à l'angle de la rue de la Synagogue et la rue des Trois Rois, emporte avec lui le drapeau tricolore du tribunal de Mulhouse. Dans tous les tribunaux, il y a un drapeau tricolore que l'on sort, vous savez, pour les fêtes nationales et que l'on met à l'entrée du palais. Donc il part avec le drapeau tricolore, monsieur Leuve, et il le plie. Vous savez, un drapeau plié, ça ne tient pas beaucoup de place, c'est un petit carré, comme ça, bien plié, repassé, et il le met dans une petite pochette en cuir qu'il met sur lui, et il va le garder toute sa vie, sur lui, jusqu'à sa mort, en souvenir de ce tribunal de Mulhouse qu'il avait présidé et qui n'était plus français. Mais M. Leuve continue sa carrière en France de l'intérieur, si je puis dire, donc dans la région parisienne, à Paris, et quelques années après, M. Leuve, qui a progressé dans la carrière judiciaire, se retrouve à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France qui dit le droit et qui fixe la jurisprudence, et il se retrouve présider une des chambres de la Cour de cassation, pas n'importe laquelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et M. Leuve, mulhousien, ayant été président du tribunal de Mulhouse, se retrouve saisi d'un pourvoi en cassation un peu particulier, puisqu'il se retrouve à décider de savoir si l'arrêt du Conseil de guerre qui a condamné Dreyfus, le premier Conseil de guerre, celui de Paris, qui a condamné Dreyfus à la déportation à l'île du Diable, est une décision qui tient la route sur le plan juridique. C'est un hasard extraordinaire. Il se retrouve à présider la chambre criminelle de la Cour de cassation qui va décider de l'avenir de Dreyfus, lui-même né à Mulhouse. Il y a 20 ans de différence entre les deux. Dreyfus est plus jeune que lui d'une vingtaine d'années. Mais il se retrouve dans ce contexte-là. Et chose tout à fait particulière, c'est qu'à l'époque, au moment où la Cour de cassation est saisie, personne ne croit en l'innocence de Dreyfus, sauf quelques personnes, vous savez ça. Bernard Lazare, évidemment, le premier qui a ameuté sur le cas de Dreyfus, mais un homme politique, un seul à l'époque, qui dit « je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a eu une erreur dans l'affaire Dreyfus », c'est M. Scheurer-Kestner, que vous connaissez, de Thann, mais qui a prospéré à Mulhouse, et qui était un industriel, comme vous le savez, important mulhousien, lui aussi ayant choisi, comme Dreyfus et Leuve en 1871, de quitter l'Alsace, et qui poursuit sa carrière de sénateur au Sénat de la République française. Donc voilà les trois personnages qui se retrouvent mulhousiens tous les trois, et qui se retrouvent au cœur de cette affaire, l'un président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'autre à l'île du Diable, si je puis dire, et le troisième agitant la classe politique de l'époque pour dire « attendez, il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal ». Et Leuve va avoir le courage, dans un contexte extrêmement dur, extrêmement compliqué, avec ses collègues de la Cour de cassation, il faut imaginer ce que c'était à l'époque, de dire on casse l'arrêt du Conseil de guerre, puisque vous savez pourquoi, des pièces ont été communiquées
au tribunal, qui n'ont pas été débattus par les parties, puisqu'on a communiqué pendant le délibéré au tribunal une preuve fausse, fatale, pour accabler Dreyfus. Donc la Cour de cassation dit ça, on ne fait pas ce genre de choses. On ne veut pas savoir si Dreyfus est coupable ou innocent, mais en tout cas on casse l'arrêt du Conseil de guerre, ce qui vaudra à l'œuvre d'être insulté, injurié, traité de tous les noms, etc., 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 par une partie de l'opinion publique, et de poursuivre quand même sa carrière dans la magistrature. Ce monsieur prendra sa retraite en 1917, ce qui est extraordinaire, pas en 19, non, il prendra sa retraite en 1906, pardon, ou 1906-1903, je ne sais plus, enfin en tout cas avant le début du conflit de la Première Guerre mondiale, et en partant, ce monsieur Leuve, en prenant sa retraite, il est prudent, il décide de s'installer, parce qu'il était très attaché à l'Alsace, et il décide de s'installer à Bâle, qui est la ville pour lui la plus proche de Mulhouse, et en Suisse, mais pas en Allemagne, donc il s'installe à Bâle pour faire sa retraite, c'est ses vieux jours, et il décide surtout de faire son testament, et dans son testament, il écrit « Je veux être enterré à Mulhouse, au cimetière de Mulhouse, mais à une seule condition, c'est le jour où Mulhouse sera à nouveau une ville française. Je ne veux pas être enterré là-bas si je meurs. Avant que l'Alsace ne redevienne française, je ne veux pas être enterré à Mulhouse en attendant. » Et il meurt en 1917. Alors il y a une deuxième clause dans son testament, qui est une belle clause, je veux être enterré enroulé dans le drapeau du tribunal de Mulhouse, et parce que j'ai gardé avec moi toute ma vie. Voilà. Et donc ce monsieur meurt en 1917, après cette affaire et cette opération un peu particulière, il est enterré à Bâle, évidemment, et dès 1921 ou 22, son corps est transporté du cimetière de Bâle au cimetière de Mulhouse, où il est actuellement enterré. Voilà, je rappelle cette histoire parce que je trouve que c'est intéressant de voir ces trois Mulhousiens qui se retrouvent autour du tribunal dans leur vie future, autour de cette affaire Dreyfus. Alors, petite précision, une fois qu'on a fait un peu l'histoire du bâtiment, le bâtiment n'a pas changé dans sa structure depuis, malheureusement, ou heureusement. Enfin, heureusement, parce que ça nous permet de le voir tel qu'il était à la fin du 19e siècle, mais il n'a pas changé, malheureusement, parce qu'il n'est absolument pas fonctionnel, ce qu'on fait d'une juridiction moderne aujourd'hui. Un autre débat. Simplement, pour vous donner quelques chiffres sur le tribunal de grande instance de Mulhouse, le tribunal de grande instance de Mulhouse, c'est 40 magistrats du siège et 13 magistrats du parquet, ça fait donc 53 magistrats professionnels. C'est 200, sous le contrôle des avocats présents, 210 avocats, 206, 210, par là à peu près, hein, un barreau de 200 avocats à peu près. C'est une juridiction qui est la 22e juridiction de France en activité et en taille, hein, par rapport aux autres juridictions. Bah, évidemment, la première, la plus grande, c'est Paris, Bobigny, etc. Et donc, nous sommes les 22e sur 175 tribunaux de grande instance en France. Donc, 22e, ça vous donne une idée du volume des affaires traitées à Mulhouse. Mulhouse, c'est deux chiffres aussi, c'est 6000 affaires civiles rendues par an et c'est 3500 affaires correctionnelles pénales rendues par an. Donc ça vous donne une idée à peu près de l'activité. Deux derniers chiffres pour ne pas vous noyer. Un chiffre qui est intéressant, il faut savoir combien de personnes rentrent tous les jours au palais de justice, sans compter les avocats et les professionnels, uniquement des gens qui viennent soit parce qu'ils y sont convoqués, soit parce qu'ils viennent chercher un renseignement, soit parce qu'ils viennent demander l'aide juridictionnelle, enfin qu'ils ont besoin d'avoir affaire avec le tribunal. C'est 320 personnes en moyenne par jour qui rentrent dans le palais. On ne s'en rend pas compte, mais c'est assez important. C'est beaucoup moins que la mairie, par exemple, qui en reçoit beaucoup plus. C'est beaucoup moins que d'autres services publics comme la Poste, etc. Mais enfin, en tout cas, ça nous place dans les services publics mulhousiens pas mal en tête de l'accueil des justiciables et des gens qui rentrent dans le palais. Donc ça vous donne cette ampleur, hein, à peu près, de gens qui viennent. Et puis un dernier chiffre peut-être qui peut vous intéresser, c'est le budget de fonctionnement pour faire fonctionner le tribunal, c'est-à-dire payer le chauffage, l'électricité, les fournitures. C'est à peu près 650 000, 650 000 euros par an qui sont consacrés au fonctionnement de la juridiction, hors masse salariale, bien sûr, hors les salaires qui sont payés sur un autre chapitre budgétaire, et hors aide juridictionnelle, qui, elle, est à peu près entre 2,2 millions, 2,3 millions sans le pénal, et à peu près 3 millions avec la commission d'office. Voilà. Ça vous donne un peu l'ampleur de l'activité. C'est pas une juridiction, c'est pas Strasbourg, hein, nous ne sommes pas à la taille de Strasbourg, c'est plus gros que Dijon, par exemple, c'est de la même taille que Nancy ou que Metz, pour donner une activité à peu près, pour comparer le tribunal de Mulhouse avec les autres juridictions de la région. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans un tribunal de grande instance? Plein de choses. On fait deux activités essentielles. La première activité, c'est ce qu'on a... Enfin, pas la première. En chiffres, si on prenait notre activité et qu'on dit 100, il y a 65 qui seraient du civil et le reste, c'est-à-dire 35 qui seraient du pénal. Hein, on a une masse d'activités
c'est ça. Évidemment, dans l'opinion publique, un tribunal, c'est là pour condamner. On en parlera tout à l'heure, du pénal et de la sécurité ou de l'insécurité. Mais l'activité principale du tribunal de Mulhouse, comme de n'importe quel tribunal de grande instance, c'est d'abord du civil. Et sur le civil, sur le 65, je vous expliquerai tout de suite la différence entre les deux. Quelle est la part la plus importante? À 62% de ces 65%, ce sont des affaires familiales, c'est-à-dire des problèmes de litige intrafamiliaux, dont on parlera tout à l'heure. Donc si vous voulez, pour vous donner une idée, ça fait quoi un tribunal? Ça règle des litiges qui opposent des personnes entre elles. La grande différence entre le pénal et le civil, c'est que dans les deux cas, on a un litige. Au civil, ce sont des personnes qui sont en litige l'une avec l'autre. C'est un mari qui divorce de sa femme, une femme qui divorce de son mari, c'est une prestation pour une pension alimentaire, c'est un droit de visite et d'hébergement pour des enfants, c'est un litige entre un constructeur immobilier et celui qui lui a acheté un appartement. Enfin, ce sont des litiges civils qui opposent deux personnes. Et le pénal, c'est un litige particulier, puisque là c'est autre chose, c'est le fait, pour un de nos concitoyens, d'avoir enfreint la loi pénale, d'avoir enfreint un interdit, en tout cas d'avoir commis une infraction pénale, c'est-à-dire de ne pas avoir respecté une règle édictée par la loi comme étant interdite, voler, tuer, violer, agresser, etc. Et donc violer cette règle, ça entraîne des poursuites pénales et une condamnation de celui qui a commis l'infraction à une peine. Donc, la différence pour les deux, c'est important de savoir qu'il y a du civil et du pénal, mais ce qui nous occupe en masse, c'est essentiellement le civil, et dans le civil, ce sont les affaires familiales qui nous occupent le plus. Voilà, très rapidement brossé, ce qu'est un tribunal. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous visitions ce bâtiment. Je vois que vous surveillez l'horaire et vous avez raison. C'est que nous visitions le bâtiment. Voilà, c'est qu'on le visite. Ce que je vous propose comme visite, on ne va pas tout vous montrer. Il y a une partie du tribunal qui n'a aucun intérêt, ce sont des bureaux. Et il n'y a rien de pire qu'un bureau qui ressemble à un autre bureau. Alors, vous n'allez pas avoir des bureaux, vous savez ce que c'est qu'un bureau? C'est un bureau normal, il y a un ordinateur, il y a une chaise, il y a une table, et les gens travaillent. Voilà. Banal. Ce que je vous propose, c'est de visiter cette salle sur laquelle je vous ferai 2-3 commentaires, et ensuite de visiter une autre salle du tribunal qui se trouve au sous-sol, qu'on connaît moins, qui est une salle d'audience plus moderne et plus fonctionnelle que celle-ci, et ensuite d'aller visiter un endroit, c'est pour ça que votre président vous parlait d'un endroit un peu particulier, un endroit qu'on ne visite pas habituellement, mais puisque l'objet de votre association, c'est de voir des choses qui sont inhabituelles. Essayons de voir des choses inhabituelles, nous allons aller visiter, ça va vous faire plaisir, les scellés. Non, j'ai une plaisanterie, une taquinerie. Vous allez visiter les scellés, pour que vous voyez ce que c'est que les scellés, et je vais vous expliquer pourquoi il y a des scellés dans un tribunal, et ce que c'est que les scellés et les archives. Comme ça, vous verrez comment nous stockons nos affaires. Cette salle d'audience, c'est une salle d'audience classique, absolument tout à fait classique, qui présente des avantages et des inconvénients. Elle a été repeinte cette année au mois de décembre. Elle accueille l'exposition, enfin ça c'est peu importe, c'est du temporaire. Elle est assez classique. C'est une salle qui est dédiée essentiellement au pénal, donc c'est là qu'on juge des affaires pénales. L'autre que nous verrons aussi, parce que les salles d'audience civile n'ont aucun intérêt. La salle d'audience civile, c'est un bureau. Au civil, il n'y a pas de décorum, ce sont des avocats qui présentent leurs arguments techniques, il n'y a pas de public, donc il n'y a pas cette majesté judiciaire qui est faite pour impressionner. Si les salles d'audience ont été conçues comme ça, c'est pour impressionner. Très rapidement, les salles d'audience en France, et en France en général dans les pays occidentaux, sont toujours conçues de la même manière, avec un tribunal, quelques marches et un espèce d'espace. Vous voyez qu'il y a deux espaces dans une salle d'audience. Il y a un espace qui est ici, qui est l'espace du tribunal et des avocats. Et ici, même si vous ne le voyez pas, parce que ce n'est pas matérialisé, il y a comme une barrière qui fait qu'on passe dans un espace public. Il y a donc dans un tribunal un espace privé et un espace public. Je n'utilise pas ces mots en l'air, parce que ça correspond à une vraie signification qui vous fait certainement penser à quelque chose. Alors, il faut remonter peut-être à l'époque où, avant Vatican II, la messe était en latin, et où il y avait dans les églises un espace privé et un espace public. L'espace privé qui est celui du cœur, et qui est celui où on officie, et l'espace public où se trouvent les gens. C'est la même symbolique. La justice, elle a largement à faire dans son histoire et dans sa fondation avec cette dialectique. Les magistrats et les avocats et les greffiers portent des robes d'audience pour les distinguer du public, et le rituel judiciaire, c'est-à-dire la manière dont on se déplace dans le tribunal, la manière dont le tribunal rentre, la manière dont on s'assoit, la manière dont on transporte les choses, la manière dont on véhicule dans un tribunal, ça s'apparente à un rituel qui est assez copié sur le rituel religieux,
qui est un rituel particulier, qui a des vocations multiples, hein. Une vocation essentielle qui est de sacraliser et de montrer qu'on est dans un instant et dans un moment un peu particulier, une vocation aussi d'exemplarité, une vocation d'image, hein, à imposer aux gens. Donc on peut être pour, on peut être contre, il y a des débats là-dessus. En tout cas, le cérémonial judiciaire est extrêmement ritualisé, comme le cérémonial religieux, avec cette séparation en deux espaces que l'on retrouve toujours dans les salles d'audience. Le tribunal en lui-même, la partie tribunal, c'est la partie donc des trois sièges au milieu, c'est la place des juges, qui s'assoient donc à 3 ou à 1, parce que nous avons des affaires qui se jugent avec un seul juge. Donc le tribunal qui rentre par la porte qui est derrière, la porte qui permet de passer donc de la salle du délibéré, le tribunal délibère, décide, à la partie publique. Là aussi avec une ritualisation, sonnette, l'entrée du tribunal, les gens se lèvent, non pas parce que pour nous faire plaisir, mais pour montrer qu'on change de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre dans un espace où le temps n'est tout à fait le même, et où on est un peu en dehors du monde pour s'occuper de manière un peu sacrée et solennelle d'un cas particulier. Donc là, le tribunal s'installe. Le tribunal également, c'est cette place où il y a l'ordinateur, c'est la place du greffier. Le greffier, c'est un fonctionnaire du ministère de la Justice qui assure, il y en a 87 personnels de greffe dans le tribunal, qui assure donc l'authentification des actes, qui note ce qui se dit et ce qui se fait, et qui va donc ensuite procéder à la mise en forme des décisions qui sont rendues par le tribunal. Et ici, vous avez une dernière place, qui est celle du parquet, le procureur de la République, qui est un magistrat, mais qui va requérir, va demander, au nom de la société, l'application d'une peine. Et donc le parquet s'installe ici. Là, vous avez la place des avocats, en général, et des journalistes, mais les avocats s'installent plutôt ici, et plaident leurs affaires ici, sachant que la personne qui est interrogée, qu'elle soit victime, témoin ou prévenue, se trouve à la barre du tribunal, ce qu'on appelle la barre, c'est ça, donc ici, au milieu. Voilà, pour vous présenter un petit peu les locaux. C'est une configuration que vous allez retrouver systématiquement dans tous les palais de justice, sur le même modèle et sur la même organisation. Les robes d'audience, portées par les juges, les magistrats et les greffiers, ont une origine tout à fait particulière en France. Elles ont été dessinées, le modèle a été dessiné non pas par Cacharel ou Lanvin ou Jean-Paul Gaultier, dessiné par David, que tout le monde connaît, l'Empire, David. Hein, voilà, Napoléon lui a dit, il faut me faire des robes d'audience, donc il a dessiné le modèle de robe d'audience, qui est le même, qui n'a pas changé depuis 1810, 1804, 1807. Et enfin, ce box-là, là où vous êtes, c'est le box qu'on va dire de détenus, en général. Donc les prévenus qui sont détenus sont installés ici, en général, avec une difficulté à Mulhouse majeure, hein, qui est que le tribunal est ancien et qu'il ne répond à aucune norme de sécurité. Comme vous l'avez vu, il n'y a qu'une seule entrée dans la salle où rentrent victimes, détenus, gendarmes, publics, journalistes, etc. Ce qui fait qu'on a quand même une vraie difficulté, avocats, une vraie difficulté. Normalement, nous devrions avoir un circuit détenus sécurisé pour que les détenus puissent circuler avec l'escorte sans être au contact du public. Bon, ce n'est pas le cas, il y a des travaux à faire, mais c'est une autre histoire. Voilà à peu près présenter cette salle d'audience. Nous vous donnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien.